se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Hier, t'écoutais? Hier, j'écoutais le podcast de Lance là, pour Ah The oui? Move là, pour voir Ouais. un peu ce qu'eux ils disent. Puis je trouve ça intéressant. Là, ils font un peu aussi, ils font des recaps de toutes les grosses courses. Puis c'était intéressant de voir. Là. Je trouvais qu'ici au Québec, on en a pas. C'est que je trouvais que c'était pas pire de faire ça ici en français. Es-tu Là. bon, Lance? Je pense que j'ai jamais écouté son podcast. C'est fou, hein? Mais il est quand même bon. Il a son opinion. Mais c'est pas pire. Là. Il y a tout le temps des invités. Là. Hier, justement, il y avait Johan Brunel, son directeur sportif, Finn Capi. Puis c'est vieux. Il fait ça avec ses vieux chums. Là. Ah ouais, avec Johan Brunel, mon Dieu. C'est quand même une autre gang, hein? Tu sais, en plus, je l'ai dit, là, je suis en train de me claquer le livre de Foglia, tu sais, Ouais. puis tu sais, on est au début des années 90, puis tu as eu toute cette gang-là, tu sais, Brunel, quand il courait, puis c'est quand même, c'est fascinant, là, tu sais, de voir toutes je sais pas, les périodes tu sais, les périodes de Induren, mais en fait, la période de Lemon, après ça, la période d'Induren, puis tu sais, la différence entre Lemon et Induren, tu sais, qui sont rentrés là, à fond la caisse dans le PO de l'époque, là, tu sais, Ouais. puis hey, man, c'est fascinant, cette affaire-là, pour vrai, là. Mais tu sais, pour dire que, ben, on va essayer de clencher Armstrong avec notre podcast. Ouais, c'est ça. En français. Ouais, Je sais pas si ça va avoir le même reach, mais on va essayer ça. Hey, tu sais que le premier épisode, on a eu beaucoup de views, on dit ça, mais aussi beaucoup on a eu beaucoup de questions, en fait, c'est ça qui est hot. OK. C'est l'objectif. Ouais, c'est ça. Fait que je propose que, avant de commencer à parler de ce qui s'en vient, parce que là, nous, on enregistre mardi, le tour commence samedi. Il part d'Italie. Ouais. Et fait que là, on va faire un résumé de notre dernier podcast. En fait, on a juste, tu sais, on a introduit, d'ailleurs, je sais pas si tu remarques ici, on a introduit notre passion pour le vélo. Tu remarques ici mon Villiers qui est juste là. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Je l'ai monté. Il est C'est-tu à côté. le même que Cavendish? Ouais, non, c'est un 07. La première année qu'ils ont sorti le cadre, j'étais allé en Italie en voyage, puis je suis allé dans une boutique, puis ils vendaient juste le cadre. Fait OK. que j'ai ramassé le cadre. J'étais à. J'étais à Florence, je pense. Ouais. J'étais à Florence, OK. je suis rentré dans une boutique, ils vendaient juste le cadre, je l'ai fait shipper chez nous. Puis Voyons donc. je l'ai monté avec mon super cadre, mais j'avais un autre cadre Villiers à l'époque. Là. Avais-tu Puis, toujours été fan de Villiers là, pour Ouais. être là et dire let's go, faut que je m'achète cette Ouais. frame-là? Là? Ouais, toujours trippé sur Villiers. Vraiment, là, je peux pas te dire pourquoi j'ai acheté un. Je l'avais-tu acheté usagé? Je me souviens même plus, man. Ça fait tellement longtemps. Mais je m'étais acheté un Villiers, moi, un de mes premiers vraiment bons vélos. Ben, tu sais, j'avais eu un Giant, là, mais tu sais, c'était pas. C'était de base, là. Mais après ça, mon Hey, moi premier aussi, c'était vrai mon vélo. premier vélo de route. Un Giant? Giant OCR 3 Ah! en Sora jaune. Un peu Ah! le vieux modèle de Ouais. Odyssey. Là. Je me rappelle très, très bien de ça. Ouais. Le mien était blanc, hein. Mais tu sais, mon vrai premier vélo, là, c'était. On parle là-dessus. Mon vrai premier vélo, c'était un GT. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ce marque-là? Je suis pas sûr que ça existe encore, un vieux surtout, GT. moi, dans ma tête, il y avait beaucoup de vélos de montagne. C'est des vélos de montagne. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, je m'étais fait Je m'étais fait voler mon vélo de montagne à Montréal. Puis j'étais allé chez Sport Expert à Ville-de-la-Baie voir Martial. Écoute-le là. Oui, je connais ça. Ouais, c'est sûr, c'était toute la gang là, à l'époque. Ouais. Puis avec l'argent de l'assurance, je m'étais acheté un GT de route monté sur Sora, là, tu sais. Le Ouais. petit pinouche pour changer clic sur le cloc, côté. Là. ouais. Puis c'était mon premier vélo de route. Puis après ça, j'allais switcher pour un Giant que j'avais acheté usagé. Puis mon premier vrai vélo, là, c'était un Villiers. Un Villiers Isoar à l'époque. OK. Qui avait les couleurs de l'équipe. Tu sais, c'était Mondrian, là. C'était jaune, rouge, noir. C'était l'équipe. J'allais dire la One Scene, non, mais c'était. Je me souviens plus. Oui, c'était T-Mobile. T-Mobile avait ça, t'es sûr, non? Ouais. Ben Rouge, oui. Hey, le rose, non, c'était rose. Rose, T-Mobile. Rose, blanc, noir. C'est pas ça que tu parles? Non, il était jaune. C'est une équipe française. Écoute, puis tu sais, là, il y avait leur maillot.
c'était un peu comme le tableau de Mondrian, là, donc rouge, bleu, jaune, il y avait noir. C'était. Hey, les gens vont nous répondre, là, mais tu connais. Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'était malade mental. Fait que j'avais ce vélo-là. Puis quand je suis allé en Italie, j'avais ce vélo-là. Puis je m'étais acheté un super record. Il venait de commencer le 11 vitesses à l'époque. Puis je l'ai switché sur ce vélo-là. Puis je te jure, là, j'ai dû utiliser ce vélo-là 1 an. Parce qu'après ça, genre, j'ai eu des enfants, puis j'ai jamais raidé vraiment. Shit, c'est que là, c'est une antiquité, là, quasiment. Ben, c'est vrai. Mais Écoute, encore en bon état, là. il est top, là. Pour vrai, il fait. Tu sais, je roule avec aujourd'hui, là, à part le fait qu'il soit pas en DI, tu sais, qu'il soit pas électronique, tu sais, le reste, c'est un vélo neuf, là. En tout cas, anyway, au début, je voulais me racheter un vélo. J'étais là, hey, je pense que le mien est bien correct. Anyway, ça coûte bien trop cher, les vélos. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est fou raide, là, tu sais. Je veux dire, celui-là, tout monté, il a dû me coûter 3, 4, 5, 6 000 maximum. Ah, même pas 6 000. Peut-être que ça m'a coûté 6 000, là. Monté top. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est ça, l'équivalent du super record, t'en as pour 12-13 000. Là. Hey, c'est fourrette dans la tête, là. Je veux dire, moi, Ouais. j'ai pas compris ce qui s'est passé, tu sais. Puis celui-là, je suis désolé, mais je veux dire, il est encore, là, tu sais, il est passé d'un rouleau dans le sous-sol à sa roue, à rouleau dans le sous-sol, sa roue, rouleau dans le sous-sol, bien aligné encore, bien straight. C'est ça. Alors que les DI, là, S'il mange pas de la gadoue pendant l'hiver, ça va, là. Ça tient longtemps. non, c'est ça. Puis c'est pas comme s'il roulait bien fort dehors. Peu importe. Fait que ça, c'est nos trips de vélo. Toi, t'as encore tous tes vélos de. T'es gardais-tu tes vélos quand tu roulais? J'en ai gardé quelques-uns. Mais tu sais, les vélos, nous, sont jamais à nous. Là. L'équipe, on peut les racheter à la fin de l'année. Ah, ils vous en donnent jamais? Non, pas vraiment. Ben, parce que dans le fond, eux, c'est un budget pour les équipes. Tu sais, mettons, c'est plus d'une centaine de vélos par équipe. OK. Fait que eux, ils se font donner par le commanditaire. Moi, j'étais avec Lapierre, j'ai couru avec Colnago, BMC, Trek dans ma carrière. Mais tu sais, mettons, là, pour 20, mettons, si on est 30 coureurs par équipe, 28-30 coureurs, chaque coureur a à peu près 5, 6, 7 vélos par année. T'sais, le monde trouve ça impressionnant. À peu près, parce que on en a tous un chez nous, à la maison. Ouais, ça, c'est normal. Un vélo de route, un vélo de contre-la-montre. La plupart du temps, quand on finit la saison au camp de comme mise à jour au mois d'octobre, on repart avec notre vélo de course. Puis ça devient notre vélo d'entraînement. C'est notre dernier vélo de course de l'année qui est techniquement en très bon état. Ouais. On repart avec, puis c'est ça qui fait notre vélo d'entraînement. S'il n'y a pas de changement de commanditaire, etc. Puis après ça, en course, on en a toujours minimum 3 parce que tu roules sur un. Ouais. Puis on a 2 sur les courses par étape, il y a toujours 2 voitures suiveuses. Ouais. Fait que dans le fond, tu as des directeurs sportifs, un directeur sportif dans chaque voiture avec un mécanicien, puis la galerie sur le toit de l'auto, chaque coureur a son vélo. OK, il y a des roues. 2 fois, ouais. Fait que comme ça, s'il y a un échappé, ben, c'est toujours la voiture 2 qui s'en va suivre le coureur en échappé. Puis la voiture 1 reste toujours derrière les premiers de l'équipe. Puis quand on tombe dans les grands cols, etc., puis là, il y a plusieurs groupes qu'on appelle souvent, il y a des groupes étaux qui se forment. C'est que quand tu n'es pas capable de suivre le rythme, tu as des coureurs qui se décrochent, puis il y a des pelotons qui se retrouvent à l'arrière. Ouais. Comme on parlait l'autre fois, là, les sprinteurs, souvent, c'est là-dedans qu'ils se retrouvent, les étapes de montagne. Puis là, la voiture 2 va venir un peu se promener à travers chacun de ces groupes-là si... ils disent « OK, bon, t'as-tu besoin de quoi? » Ils te ravitaillent, ils te donnent de l'eau, puis ils s'en vont retrouver un autre de tes teammates qui est dans le groupe d'en avant. Puis là, ils se promènent, puis là, s'il pleut, puis tout le monde, c'est nous dans l'auto, on a chacun un sac de pluie qui est une petite sacoche avec plein de compartiments, qu'on a des chaussures de spare, puis on a tous les morceaux de vêtements possibles dedans. Fait qu'on en a un dans chaque auto. Parce que si des fois, dans la course, il se met à faire vraiment pas beau, il y a des changements, il y a une traverse de col, mais il faut pouvoir se changer. Mais là, nous, on met pas la course sur pause, puis tout le monde s'habille, puis se met confortable. Là, tu descends à l'auto, tu mets des gants. Là, souvent, il y en a un ou deux qui vont descendre pour ramener du stock à tout le monde. Ah ouais, OK, c'est ça. Fait qu'ils tu mets les rain jackets un peu partout, les gants, les trucs, puis là, tu montes, tu donnes ça, puis là, après ça, la température change. Il se remet à faire chaud. Là, tout le monde les enlève, on va les reporter au char. OK, parce que tu sais, t'es sacs pas à terre, là. Ben non, parce que, tu sais, on en a pas mal, mais on en a pas infini. C'est des rain jackets à 300-400$. Fait qu'on tire pas ça comme... des fois, on essaie de les lancer au ravito. Quand on a des soigneurs sur le bord de la route, tu y lances, mais tu sais, c'est arrivé là que j'ai perdu
des beaux trucs que tu lances s'ils se font ramasser par, par quelqu'un du public à côté qui s'est fait un beau petit jacket de pluie. Je l'aurais fait, moi. Ouais, c'est ça, moi ouais, aussi. C'est clair. OK, ouais, c'est intéressant ça. Fait que dans le fond, à la fin de ta carrière, tu sais, t'en as racheté. Ben, je veux dire, OK, puis là, ma question, c'est des bicycles à 20 000 $, là. OK, on s'entend, là? Ben, l'équipe m'a donné mon dernier vélo. Il nous le donne. Il dit, quand à la retraite, on vous laisse votre vélo aider un peu à la transition. Fait que j'ai fini mon bike de Montréal. Il était encore dans le garage. Hein. Fait que, attends. Fait que c'était un BMC, non, c'était quoi? Non, moi, c'était Lapierre. Lapierre, ton dernier? Ah, Lapierre, ouais. Ben, moi, ce bike-là, j'ai trippé. Là. Vraiment. T'es sérieux? Le dernier modèle qu'ils ont fait, là, c'était incroyable comme vélo. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je me souviens, j'ai vécu à Paris pendant un bout, tu sais, pendant 1 an. Puis, tu sais, quand j'étais là-bas, j'avais pas amené mon vélo, tu sais, puis je voulais m'acheter un vélo là-bas, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, j'avais pas, j'étais payé des pinottes, là, fait que c'était clair que j'allais pas m'acheter un bon vélo. Fait que j'étais allé magasiner des vélos, puis je me rappelle, tu sais, là, j'avais fini avec un Décathlon, on s'entend, là. mais tu sais, j'avais quand même magasiné les Lapierre, puis les gars là-bas, ils me disaient, bof, tu sais, c'est pas les plus grands vélos, tu sais, c'était plus comme... Je dis, ah ouais, OK, parfait, tu sais. On dirait que j'avais pas... je pense pas que c'était la plus grande marque qui existe, mais leur dernier modèle était rendu vraiment poussé. Puis nous, l'équipe était vraiment axée dans le développement. Tu sais, notre gars qui était comme en recherche de performance dans l'équipe, il est allé dans les usines au Cambodge, toute notre layout. Puis nous, l'équipe, au final, on avait un bike spécial édition qui n'est pas vendu. Là, le layout de carbone est différent pour être plus rigide, plus stiff, plus ci, plus ça, pour avoir comme il y avait des features qui étaient un peu plus poussés pour ce que nous, on devait faire. Fait qu'au final, ça avait quand même vraiment un bon vélo. Puis, le vélo de contre-la-montre avec Stéphane Kung, c'est un vélo aujourd'hui, le contre-la-montre, c'est rendu la F1, F1 de notre monde. Là, c'est poussé à un niveau là, incroyable. C'est tout le temps en recherche et développement. Ça va être quoi? Est-ce que c'est plus rapide un tubeless? Est-ce que finalement c'est encore le pneu? Est-ce que c'est une nouvelle largeur de roue? Les prolongateurs qui sont rendus 100% sur mesure, moulés au gars, toute l'avant-bras, c'est ça que j'ai vu. Poignée. Mais tu sais, c'est des guidons. Tu sais, là, l'autre fois, là, Stéphane Kung, ils ont sorti. Lui, il avait mis dans son contrat, quand il a signé, qu'il voulait un nouveau vélo pour les Jeux olympiques. Fait que là, lui, il a signé il y a 2 ans. Jeux olympiques sont cet été. Le mois passé, au Tour de Suisse, ils ont ressorti. Là, c'est que là, depuis 1 an, il devait être en développement avec Villiers pour faire un nouveau vélo de contre-la-montre. Puis là, il a été estimé à 27 000 pounds. Fait qu'à peu près 40 000, un vélo à 40 000 $. Si tu veux, c'est un Villiers? C'est un Villiers maintenant. Parce que là, depuis cette année, l'équipe, ils sont plus avec Lapierre, sont avec Villiers. Ou depuis l'an dernier. Non, cette année. Ah mon Dieu, mais moi, c'est ça. Moi, je suis un gros fan là, de Villiers. Mais genre vraiment là. Les coureurs, on est obligés, tout ce qu'on roule, et chaussures, casques, vélo, peu importe, il ne peut rien avoir de purement custom et pas d'accessible au public. Tout doit pouvoir s'acheter. T'es sérieux? Ouais. Ça, c'est une règle UCI. L'UCI, qui est l'Union internationale de vélo. Ouais. Tout doit être possible. Puis je me souviens, il y avait un coureur qui s'appelait Adam Henson, un Australien qui courait pour l'Auto-Soudal. Il a eu le record de grands tours en ligne. Lui, il faisait les 3 grands tours. Il a fait ça pendant quasiment 4 ans. Je pense qu'il a fait une quinzaine. Pendant 4-5 ans, il a fait une quinzaine de grands tours back-to-back. Puis il a gagné des victoires un peu partout. Ouais. Mais c'était un équipier de luxe, puis il aimait beaucoup les échappées. Puis lui, c'est un ingénieur de formation, puis c'est un crack de... Ça a été un des premiers qui est arrivé avec un guidon extrêmement petit, à courir avec des skin suits, qui était vraiment poussé dans l'aérodynamisme. Puis lui, il fabriquait ses propres chaussures. Fait qu'il avait son moule, c'est des chaussures 100% en carbone. Moulées à son pied, ses shoes faisaient comme 90 grammes, là, une affaire pas possible. Mais là, il s'est fait amener par l'UCI comme t'as pas le droit, tu peux pas faire ça. Donc, tu peux pas avoir ton propre modèle de chaussures. C'est que là, il était obligé de les commercialiser. C'est que là, ces shoes qu'on va vendre
Je pense que tu peux demander un modèle de ses chaussures, puis c'est comme 2-3 000 $ la paire de Ouais. choses. Il a mis, tu mets un prix Qui n'a pas de sens, puis exorbitant. anyway, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Mais intéressant, tabarouette. Fait que ouais. ça veut dire que tout ce qui est. Tout ce qu'on voit, même le vélo, parce que tu me disais que tu sais, ton Lapierre était modifié, tu sais. Ah ouais, mais Mais. si tu veux ça, tu es capable d'aller chercher exactement ça, mais tu vas payer le prix. Le OK. Team Edition avec les roues, comme le vélo de Stéphane, son vélo de contre-la-montre, il est à vendre 27 000 pounds. Ah oui, Ça je fait le que. vois, là, c'est le Super Sonica SLR. Il est Ouais. malade. Ouais, OK. ouais, ouais. Ça Wow, fait OK. que il a gagné, là, justement, il a regagné les championnats de Suisse le week-end dernier. Là. C'était excitant le week-end dernier parce que tous les championnats nationaux, Ouais. à part certains pays de l'hémisphère sud, que eux, leurs championnats sont en janvier, là, tu as les championnats nationaux partout en Europe et au Canada. Là, nous, Ouais. on a 2 nouveaux champions aussi. C'est Mike Woods, Michael là, qui, Woods. malheureusement, Hey. il ne sera pas au Tour de France avec le maillot. Fait que ça, c'est triste qu'on puisse pas Comment ça se voir. fait qu'ils l'ont pas sélectionné pour le tour? Ce que Mike était blessé beaucoup cette année, il était malade. C'est que là, il est en remise Christy, ça pour va. revenir en forme. Puis, tu sais, aller au Tour, pas à 100%, c'est un cadeau pour personne. Ouais, c'est-à-dire que, tu sais, pour une course d'une journée peut-être, mais, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah, mais ça aurait été hot parce que c'est-tu déjà arrivé de voir un maillot canadien, Il y a tu sais? Sven Tough, une couple d'années, il avait gagné. Il était Ah ouais. revenu pour faire. Il devait pas faire le Tour. Il est revenu, puis finalement, il a été appelé dernière minute. C'est qu'il a gagné les nationaux, puis le lendemain, il est parti, puis il faisait le Tour de France. Puis il avait le maillot sur le dos. Ouais, ça, c'est quand même cool, Ouais, ça. Tu ouais. Moi, j'aurais bien sais, aimé ça. Malheureusement, je l'ai gagné juste une fois, puis j'étais pas au tour. ah, mais c'est vrai que tu l'as gagné une fois, je regardais ça dans ton palmarès. Est-ce que c'est, tu sais, comme porter le maillot canadien, c'est-tu cool? Tu sais, parce que Ah là, ça veut ouais. dire que, tu sais, ça veut dire que ton fabricant, peu importe, là, tu sais, supposons que tu es habillé par peu importe qui, là, tu sais, Mhm. ils sont obligés de te fournir la version champion canadien. Ah, t'es obligé, t'as une amende si tu portes pas ton Pour maillot. Tu vrai. sais, tu peux pas te présenter sur une course sans. Quand t'es champion national, t'as un maillot à l'effigie de ton Ouais. pays. Puis nous, tu sais, mais de plus en plus, il y a des équipes qui, justement, ils ne mettent vraiment pas de l'avant. T'as comme un Ouais, petit ouais, c'est une drapeau petite sur le affaire, là. chest, Ouais, ouais. puis ça paraît quasiment pas. Mais nous, Madio, notre boss, il était fan, puis il a dit, il a toujours respecté ça. Puis pour lui, un maillot de champion national, on avait un drapeau complet. Ouais. On voyait plus l'équipe. L'équipe, c'était pas écrit Groupama FDJ sur mon chest. C'était écrit sur le cuissard. C'était écrit en tout petit, à gauche, à droite. Mais tout ce qu'il y avait, c'était la grosse feuille d'érable. On avait travaillé avec le design pour Ah, c'est cool, une coupe de ça! réglementation pour que ça continue de ressembler quand même à Ouais. ton maillot. Fait que à ton drapeau, je veux dire. Puis c'est que le maillot était écœurant. Là. Tu l'as encore? Ben oui, je l'ai encore. Parce que la première course que j'ai faite, là, j'ai reçu là, une boîte, puis tu reçois tout de A à Z. J'avais comme l'équivalent de 3 valises de stock. Là. Ah, ça, c'est hot, par exemple. Ouais, c'est que l'année que t'es champion national, t'as comme 2 pactages. Ouais, ça, Puis c'est l'année cool, ça. d'après, vu que ça a mi-saison, là, au début de l'année, tu reçois comme t'as un refurnish de Ouais. tout ton stock de champions nationaux. Puis là, si tu ne regagnes pas, il faut qu'on te redonne toutes les kits normales de la nouvelle année. OK, Fait que fait que ça t'en fait. as du stock, là. Ah là, j'ai encore une coupe de valises. Ça, c'est hot, là, pour vrai. Hey, man, c'est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, tu sais, tantôt, on parlait des questions. Il y a Alexis qui te demande à quel point les cyclistes du Pro Tour ont leur mot à dire sur le setup de le vélo. Tu sais, à part le fait qu'ils doivent évidemment rouler leur vélo de sponsor, tu sais, genre les roues, la pression des pneus, la potence. Est-ce que les pros qui sont geeks, ils font confiance aux mécanos ou tu sais, ils s'impliquent vraiment dans toutes les patentes, tu sais? Ben, on est quand même très limité. Après, la position au niveau potence, etc. Oui, tu sais, tu as une position en début de saison qui est faite. Là, tu sais, on est fait avec toutes les caméras puis toute la patente pour avoir des plus optimales. En vélo de contre-la-montre, on va faire des tests sur piste pour être le plus aérodynamique possible ou en soufflerie. Mhm. Ah, tu l'as fait aussi, toi? Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai fait la piste, mais la Ouais. soufflerie, c'est plus les purs spécialistes qui veulent vraiment aller chercher là, la seconde près. Là. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'étais plus à la minute près en contre-la-montre. À 1 minute près, on laisse On fait faire, pas de travail on laisse là-dessus. faire la soufflerie. Mais Mais tu sais, supposons que tu veux tes roues à toi ou. ben ouais, mais la plupart du temps, là, tu vas avoir des profils de roues, des 35 mm, des 45, des 55, des 65. Ça fait que ça, c'est Ouais. au choix du coureur. Tu dis au mécano, moi, je veux tel type de roue, je veux telle roue demain. Souvent, tu sais, quand on arrive à l'hôtel le soir après l'étape,
Le mécano nous envoie comme « OK, les gars, c'est quoi que vous voulez demain? » Des fois, on a 2 modèles de vélo. Un vélo comme plus aérodynamique, plus rigide, qui va être plus... Même de route, ça? Même de route? Ouais, qui va être plus approprié pour les sprints, les étapes plates. C'est un vélo souvent qui est un petit peu plus lourd. Il est plus rigide, mais une fois lancé, si tu sais que c'est une course qui n'a pas trop de boss, qui n'a pas trop de relance, le vélo, il va quand même plus vite. Mais dès que c'est des courses un peu plus techniques, monte-descend, là, tu as ton vélo de montagne. Mais les dernières années, les équipes, de moins en moins, ils font 2 vélos parce que justement, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Tu te déplaces en course avec plus de modèles de vélos. Puis là, à chaque soir, « Ah non, je veux lui. Ah non, je veux lui. » Puis là, c'est quand même pas facile. Même si ta position est exacte sur les 2 bikes, le feeling n'est jamais pareil. T'es sérieux? Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis là, t'es comment? On dirait que ma selle est plus haute, on dirait que ma selle est plus basse. Puis là, la cocotte n'est pas exactement. Puis c'est quand même chiant pour tout le monde, pour les mécanos, de venir gérer. Puis là, le soir, tu t'en vas au bus après ton étape, gosser au camion mécanique pour dire arrange ma cocotte. Puis... Fait que ça, c'était. Nous, les dernières années, on avait quasiment, là, tout le monde, c'était quasiment tout pareil. Là, les C50 de Shimano, la largeur des pneus, on n'avait pas tant d'options. Là, c'était. Tout le monde était pareil. S'il y avait des pavés, on mettait des 30, sinon c'était des 25. Là, maintenant, c'est rendu 25? Des 28. Maintenant, c'est rendu des 28. Hey, moi, je roule sur du 23 encore. Ouais, mais c'est comme tu as dit, ça fait une couple d'années que tu as ton vélo. Ah ouais, hein? Ah mon Dieu, t'as pu voir. 25? Ah, 28. Moi, j'ai fait le tour. Moi, j'avais justement demandé mon dernier tour de me mettre sur des 28 parce que, comme on a déjà parlé, j'avais quelques problèmes de selle. Oui, ben c'est ça va être ma prochaine question. Mais des 28? Hey, moi, c'est du 23, mon gars. Ouais, mais ça a tellement évolué. Maintenant, les largeurs de roues sont beaucoup plus grandes. Puis on a réalisé que, dans le fond, en étant plus mou, plus large, au lieu d'avoir un pneu qui était hyper rigide, qui sautillait, c'est qu'à chaque fois que tu sautillais, tu es dans les airs d'une perte de traction. Ah ben. Fait que tu es moins efficace, une perte d'efficacité que si tu as un pneu qui est un peu plus large et plus mou, ta surface au sol n'est pas nécessairement plus grande, mais juste plus large. Puis ton pneu, il roule à travers comme toutes les craques puis les roches et que tu es constamment en traction. Donc, tu as moins de perte d'efficacité. Puis c'est plus confortable. Je sais comment, ouais. Hey, moi, j'ai mes vieux pneus 23. Ouais, mais tu sais, là, après, toi, maintenant, avec les disques, les freins à disque, ça nous permet aussi d'aller mettre des diamètres, des largeurs de roues puis de pneus plus larges parce que tu n'es pas pris dans tes freins. Tu n'es pas pris dans tes étriers de frein. Fait que, tu sais, comme maintenant, même pour Paris-Roubaix, on prend le même bike, les mêmes roues, on fait rien que mettre des pneus plus larges. Ah ouais? T'es sérieux? Je pensais qu'il y avait... Notre bike de montagne. Mais tu sais, mon premier Roubaix, je l'ai fait avec un bike de cyclocross. Avec les gros freins en V-brake puis tout. T'es sérieux? Ouais. Nous, au Colnago, nos vélos, on était rendus là, puis on faisait ça avec des pistolets. Les plus gros pneus qu'il y avait dans le temps, c'était des 25. Là. Maintenant, on fait ça avec des 30, voire même des 32. Là. Ben voyons, 32, c'est quasiment... Ouais, ben là, en ce moment, moi, sur mon vélo, c'est ça que j'ai là, mon vélo de route, j'ai des 32, puis c'est juste confortable. Là. Ah ouais, mon Dieu, OK, je suis loin, là, mon gars. OK, hey, puis j'ai tellement de questions à te poser, d'ailleurs, sur le Paris-Roubaix, mais ça, on n'a pas le temps. Parlons de ta selle. Ah oui, OK, j'ai une question. Non, parlons de ta selle. Il y a un gars qui dit... T'as peu. Parce que ça me fait rire. T'as peu. Est-ce que... il faudrait que tu nous parles de ton voyage dans... T'as peu. Parce qu'il y a un gars qui me faisait rire quand il a posé sa question, parce que j'étais là, mon Dieu, c'est tellement ça. Ah oui, c'est Max qui dit c'est Nono, mais comment vous faites pour pas avoir mal aux fesses pendant un grand tour? Je fais 130 km puis je peux pas me retourner avant quelques jours. Je peux pas y retourner pendant quelques jours. Ouais, c'est... moi, des fois, on me le demande souvent, là, comment tu faisais, puis comment tu faisais pour pas avoir mal? C'est comme j'avais mal, puis je fermais ma gueule, là. C'était l'enfer, là. Moi, j'avais une selle... tu sais, il y a du monde qui sont plus sensibles que d'autres, mais ça finit, là... après 2-3 semaines, là, tout le monde au départ du bus, les 4 pattes dans les airs, là, à se mettre une crème, à chercher une petite pommade, à mettre un patch pour ci. Moi, j'ai passé ma vie à me crémer le soir. Je me traînais là, une sacoche de crème, là, de tous les types de crème, de la crème de zinc, de la crème de scie, de la crème de cortisone, de la crème anti-inflammatoire, des patchs. C'était l'enfer, là. J'ai eu la poche collante à chaque nuit de ma vie depuis 15 ans. Là, hey, en me couchant. Ouais.
Ça fait que non, c'est désagréable. C'est un feeling des fois. Moi, j'ai le feeling que quand t'embarques sur la selle le matin, que c'est comme si t'étais sur une plaie à vif. Là. Puis un moment donné, tu te réchauffes, puis ça fait un peu moins mal. À chaque bosse, à chaque fois que tu te lèves, t'as l'impression de décoller un plaster un peu quand ton chamois se décolle. Mais attends, pas tous les gars ben, moi, j'étais dans les cas très sensibles de la. très sensibles. Mon doc, j'étais dans un cas qu'il n'a jamais vu. Là. Mais tout le monde. C'est l'enfer, ça. Tout le monde a fini quand même assez magané. Là. C'est rough, c'est fait. Surtout quand il fait chaud, t'as de l'humidité, de la transpiration. À un moment donné, ça frotte, puis il n'y a pas de secret là. C'est juste. Mais après, au final, t'as mal partout. Là, l'été, j'ai mal aux pieds, j'ai mon casque, j'endure plus mon casque, mes gants, toutes mes affaires ont des trous partout pour essayer dans mes bretelles de cuissard, je faisais des trous dedans pour les détendre plus. Tout l'aspect bedaine était tout coupé. Au final, là, à la fin, là, tout est un irritant quand t'es rendu à ce point-là. Puis l'été, il fait chaud, ça fait que ton corps inflamme un peu plus. Fait que, c'est énormément d'inconfort. C'est drôle, la semaine passée, au Grand Défi, justement, je me suis retrouvé par moments avec ces feelings-là, mal dans la paume, mal au cul, les pieds qui chauffent. C'était comme ça me ramenait à des endroits que je m'ennuyais vraiment pas. Hey man, pour vrai, c'est comme, tu sais, il y a plein de il y a plein d'inconforts. Supposons que dans ma vie, les fois où j'ai fait le plus de vélo, c'est quand j'allais faire des voyages dans les Alpes, tout ça. Puis tu finis par faire, je sais pas moi, une centaine, 130 km par jour à peu près pendant, peut-être pas 130, 100 km par jour de montagne pendant, je sais pas moi, 2 semaines, c'est ce que tu fais. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est ça, tout est. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est-à-dire que tes estifs de cocotte, t'es comme on dirait qu'ils sont plus confortables, je sais pas, puis à un moment donné. Fait que ce qui fait que je me suis rendu à regarder dans les équipements d'aujourd'hui. Moi, mes cocottes, j'ai toujours aimé les cocottes de Campagnolo. Je sais pas, je trouvais qu'ils étaient confort. Mais là, je regardais toutes les cocottes de, par exemple, Vingegaard, ces cocottes sont quasiment de même. Ça, c'est la nouvelle. Ça fait 3-4 ans là, pour être. Parce qu'avant, on n'a plus le droit maintenant de se mettre les avant-bras sur son guidon en mode contre la montre. Parce que c'est dangereux pour glisser. Depuis, je pense, dans 2021, ils ont mis une interdiction à ça. Parce que. Fait que t'as plus le droit. Mettons, tu roules en tête de peloton, il y a un vent de face. C'est ça. On les voit plein, là, on s'accotait les. C'est ça. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de s'accoter l'avant-bras sur le guidon. Puis pas toucher, puis avoir les mains dans le vide. Ça fait que là, maintenant, de plus en plus, les gars, ils rendent le cocotte pour venir se fermer. C'est tout le temps une question d'avoir la plus petite surface frontale dans le vent. C'est là que tu vas chercher. Le but, c'est de pénétrer le plus facilement possible dans le vent puis d'aller plus vite possible. Ça, je savais pas ça pantoute. Fait qu'ils ont interdit parce que, on les voyait, là. Je me rappelle encore de... Écoute, là, on recule, là, mais Floyd Landis, quand il était avec BMC, le soir, il s'était fait ramasser dans la montagne, puis après ça, il était parti tout seul dans un genre de je sais pas trop, d'échapper solo comme de fou. Puis je pense qu'il a roulé sur son vélo de même tout le long, à pédaler comme un dingue, là, tu sais. Puis, fait que t'as même pas le droit, même quand t'es tout seul. Même quand t'es tout seul, t'as pas le droit. On n'a plus le droit. Mon Dieu, c'est un peu niaiseux, mais bon. Mais je comprends, ultimement. Mais non, c'est la sécurité. Là. C'est vrai que c'est plus dans. Tu pognes un trou, les deux avant-bras là-dessus, avec les glissant avec la transpiration. Tu pars puis tu finis le nez sur l'asphalte. Non, c'est clair. Écoute, je continue avec les questions. Peux-tu croire qu'on est rendu à peu près à une demi-heure? C'est ça que j'allais dire. Là. Va falloir revenir à nos moutons, là, parce que là, on a une start list à jaser, là, puis de voir qui s'en vient. Là, Je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réécouté la série sur Netflix puis qui sont revenus au vélo, ce qui est une très, très bonne idée. Écoute, il y a tellement de stock, là, pour vrai. Là, il va falloir faire peut-être une série plus longue avec juste des questions, répondre aux questions des gens. Je pourrais même pas faire le tour de toutes les questions, mais la dernière que j'ai à te poser, c'est... attends un peu, celle-là. C'est celle-là qui m'intéressait vraiment aussi. Tu sais, les 10 derniers kilomètres avant un sprint, ça t'est arrivé, toi, d'être un peu poisson là-dedans, tu sais? Ouais.
la vitesse qui se pogne, tu sais, il doit y avoir une fébrilité de fou, là, tu sais, parce que tu les vois arriver, mais je te dis, les 10 km, même les 5 km, là, quand tranquillement, les équipes s'enlignent, là, tu sais. Ouais, C'est. ben ça, c'est cool, parce que c'est cool qu'on parle de ça, parce que autour, là, c'est tout un autre niveau. Mettons, de Ah manière ouais? générale, dans une étape de sprint sur un Paris-Nice, une autre course dans la saison, c'est ouais, Ouais, ouais. les 10 derniers kilomètres que la tension, les équipes sont vraiment regroupées, puis là, t'as chaque train. Quand on parle de train, c'est que les équipes se regroupent vraiment. Chaque coureur, les 3, 4, 5 coureurs qui sont devant le sprinter ont chacun leur place, puis on le sait, Ouais. le cinquième, il n'est pas le troisième, puis chacun, là, Ah 1, ouais? 2, 3, 4, 5, là, ça a tout été prévu d'avance. Chacun a ses forces, chacun a son rôle. Il y en a, des fois, qui vont accélérer trop vite. Il y en a qui sont pas, qui sont meilleurs pour faire un long relais à moyenne intensité de 1,5 km, puis le dernier n'est pas capable de le faire, ça. Mais lui, il est capable de faire son 200 mètres vraiment fucking vite en accélérant graduellement. Chaque coureur a vraiment son rôle et sa position dans, on appelle ça le train. Ouais. Puis souvent, le coureur qui est juste devant le sprinter, puis vous allez nous entendre en parler des fois, on appelle ça un poisson pilote. On appelle ça un Ouais, poisson ouais, ouais. pilote parce que le sprinter, là, quand il arrive dans les derniers kilomètres, tout ce qu'il voit, c'est la roue de son poisson. Puis le poisson pilote, lui, il a le rôle de devoir driver à travers tous les imprévus. Puis il faut que le sprinter ait une confiance aveugle. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson pilote, parce que le sprinter derrière, il est aveugle puis il se laisse driver. Puis l'objectif du poisson, c'est de lâcher à 150 mètres en ayant fait le moins d'efforts possible. Hey. Puis autour, la tension, une étape de sprint, si tu n'es pas groupé puis déjà à peu près placé à 50 kg de la ligne, good fucking luck. Là. Ben non, 50 km. C'est l'enfer. Je t'ai dit, mon premier tour, en plus, le premier tour que j'ai fait, on était une équipe pour les sprints avec Brian Cocard. Je faisais partie du train, puis moi, j'étais celui qui gérait vraiment ces 50 km-là, puis sans nécessairement faire d'efforts, mais qui drivait pour l'amener à la bonne place, puis qui devait lâcher les 3 derniers gars du sprint à 2 km. Okay. Dire, moi, il fallait que je fasse comme de 50 à 2, mais tu sais, c'est pas nécessairement dans le vent, mais c'est à la fin, mais tu sais, c'est quand vient le temps, si t'es mal placé, OK, on fait un effort, puis là, c'est de gérer l'intensité de ton effort que tu fais pour que derrière, tout le monde suive, soit pas obligé de trop sprinter fort, puis que Brian ne gaspille pas de cartouches pour rien, parce que lui, il a un sprint max à faire à 200 mètres. C'est que c'est tout ça qui est à penser, mais comment le peloton, il roule serré, il n'y a pas de place. Là. Tu laisses 1 centimètre devant toi, là, puis il y a quelqu'un qui te skip ta roue. Il y a quelqu'un qui te passe, qui vole ta place. Dès que tu vois, là, tu lis, il faut apprendre à lire un peu devant toi. Tu vois qu'il y a une petite porte qui commence à s'ouvrir à gauche. Tu t'enlignes. Puis là, tu remontes, il y a un ralentissement, il y a une courbe qui arrive. Tu essaies de profiter de la courbe, passer le monde inside, passer le monde outside. Puis là, ah non, c'est toute une affaire. 50 km? 50 km, il n'y a quasiment plus rien qui bouge. Ben voyons. Je te jure. Hey, ça n'a aucun sens. Ah, ça veut dire que tout est pacté. C'est tellement intense. Puis tu sais, ça, c'est un des feelings, moi, qui me manque. Le plus de degrés de concentration là, mélangé avec l'adrénaline, parce que là, toute la journée, là, moi, j'aimais pas vraiment ça, faire ce job-là, en plus. Tu sais, je le faisais parce que j'étais capable, puis on avait peut-être un manque d'effectifs des fois par moment, là, mais d'amener le sprint, là, surtout sur les grosses courses, là, c'est tellement stressant. Puis je vais toujours me souvenir, le premier tour que j'ai fait, on arrivait à Cherbourg. Puis la première étape, c'était un sprint. Ça veut dire que là, les sprinteurs, celui qui gagne l'étape, endosse le maillot jaune. Le maillot, C'est rare qu'on voit des sprinteurs porter le maillot jaune. C'est que là, tu as une intensité de plus. Là, toutes les équipes disent c'est nous qui est en jaune à soir. Puis un sprint, il peut tellement se passer d'affaires. Fait que là, le premier tour à 50 kilos, ça commence à être tendu. Puis là, il faut amener. Puis là, il y a des chutes parce qu'il y a tellement de pression, puis il y a tellement d'enjeux. Fait que là, toute la journée, je me dis, asti que j'ai peur, asti que j'ai peur, asti que j'ai peur. Hein? Je suis là, puis je sens comme moi, quand je stresse, genre, ça me fatigue. Je m'endors. Fait que là, je suis comme, je suis pas dans une bonne journée. Je m'endors tellement. Je serai pas capable. Ça va être tough, ça va être tough. Puis là, après ça, c'était fou.
quand là, l'intensité, là, l'oreillette, OK, les gars, on se met dans le match, on se regroupe, ça va commencer. Là, d'un coup, là, la switch embarquait, là, puis là, les yeux, là, 2 balles de fusil. Là. Ah Puis là, ouais! un niveau de concentration, puis d'un flow là, hallucinant. Là. On dirait, là, tu deviens, là, tu vois 360 degrés. Tu passes à gauche, tu passes à droite, tu frottes, tu cries après tout le monde, tu te fais crier après. Là, c'est débile. Là. C'est débile. Hey man, moi là, ça me fait capoter. Parce que tu sais, rouler en peloton, là, c'est une. C'est un art, là, vraiment, c'est un art. Tu sais, puis le stress déjà de rouler en peloton, le stress de rouler en peloton déjà, tu sais, je veux dire, en peloton de 5, en peloton des fois 10, tu sais. Hey, moi, quand je vois ça, je dis, vous êtes des malades. Ah, Pour vrai, là. ça va vite. Il y a des gros, faut que tu sois vite sur le break check. Là. Hey, mais c'est ça, hein? Faut tout le temps que tu sois ses breaks. T'as-tu tout le temps les mains ses breaks? Ben, pas loin. Là, ils font partie de toi, là, un moment donné. Là. Mais ouais, OK, bon, ça, c'est hot. C'est ça la beauté des sprints. Hein. Hey, moi, là, ça, c'est vraiment ça, je le dis, là, c'est votre. Bravo, parce que j'aurais peur, mon gars, j'aurais peur, là. Mais oui, je peux heureux. Fait que ça, c'est fait. OK, là, il nous reste 20 minutes, puis il faut qu'on jase de ce qui s'en vient parce qu'on commence samedi. Les effectifs sont sortis. Vingegaard a été confirmé après sa chute d'avril. Écoute, sinon, là, Il y a un Marc. tour qui va vraiment être excitant là, parce que je Tu regardais penses? ça, là, ben, mettons là, juste niveau classement général. Ah ouais, c'est parce que Là, Madio, tu sais ce qu'il a dit, Madio, ce matin? non. T'as peu, me repartir ma patente, parce que là, il m'a dit que. Mais c'est pas grave, on a nos caméras, là, mais. Enregistre ça, toi. Ah, c'est parce que j'ai plus de batterie presque. Madio a dit ce matin que le tour va être fini dans les 3-4 premiers jours. Tu Ben, crois-tu à ça? c'est fini. Non, je pense pas. Parce que ben, ça va être intéressant parce que tu as un départ de tour qui est difficile. La Ouais. première étape, il y a quand même beaucoup de montagnes, mais ça reste que c'est plein de petites bosses. Ça fait que c'est pas trop spécifique. La deuxième étape, c'est puncher. Ça va être des coureurs un peu comme des Michael Matthews qui sprintent vite ou même Van Der Poel. T'sais, on a vu l'an dernier Van Der Poel qui était le poisson pilote de Jasper Philipsen. Mais quand ça grimpe plus, des fois, ça va arriver un peloton de 80 coureurs. Fait Ouais. que c'est quand même un gros peloton, puis il va y avoir un sprint, mais c'est pas les mêmes sprinteurs qui vont faire qui vont sprinter à l'arrivée, parce que les peu sprinteurs vont pas avoir passé la plupart des bosses. Puis des coureurs comme Van Der Poel qui est capable, ou comme Van Aert qui sont capables de passer même des cols, eux, ils vont être dans ce groupe de 80, mettons, puis sont très favorables à gagner, parce que les meilleurs sprinteurs sont plus là. Mais, ouais, ce que je me dis quand même que la réalité, c'est que, tu sais, on a Vingegaard qui sera pas en forme, là, je peux pas croire. Tu sais, je peux pas croire qu'il va avoir le tour comme l'année passée, tu sais, je veux dire, tu peux pas revenir de. Ah, il a même pas fait une course. Ouais, mais ouais, c'est certain que ça va être difficile, je pense, pour lui d'être à 100%. Ouais. Mais ils sont tellement forts, ces gars-là. Puis si tu t'es bien préparé, c'est pas, c'est pas comme une classique d'un jour qui a 1 million de changements de rythme. Ils sont eux. Là, après, il y a des étapes difficiles au début, mais on a déjà vu un coureur qui va peut-être pas être à 100%. S'il réussit à pas perdre trop de temps dans les premières étapes, il y a des chances d'être juste de plus en plus en forme à travers les semaines, à travers les étapes. Parce que ces champions-là, ils ont une capacité à récupérer. Là, c'est certain qu'il y a un manque de course. Les 2-3 premières étapes vont sûrement piquer un peu. Mais s'il réussit à ne pas perdre de temps, ben, il peut quand même rester dans le match. Puis il y a une des meilleures équipes. Là. Si l'équipe va être. Si c'est vrai qu'il est là et il veut essayer le classement général, il y a une équipe qui va être là, qui va être dédiée à 100% pour Ouais. lui. Ils ont des coureurs, ils ont 3 coureurs dans l'équipe qui pourraient faire un top 10 au général. Puis là, c'est ses équipiers. Fait qu'on. Il n'y a pas beaucoup, là, lui, puis l'équipe de Pogacar. Pogacar, il y a 4 coureurs dans son équipe qui pourraient quasiment faire un podium. Là.
Fait que c'est ça un peu le classement général. Des fois, c'est pas nécessairement le meilleur. Tu as aussi l'aspect équipe. La meilleure équipe qui réussit à bien te protéger à travers ces 3 semaines-là, tu as quand même un très gros impact là-dedans. Là. Tu vois, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la COVID existe encore, là, ben, dans le sens Ouais. autour. J'ai vu que Sepka avait la COVID, fait qu'il se soignait pour Bart Lemon. Connais pas. J'ai vu aussi. Ah ouais, c'est ça. J'ai vu aussi que il y a notre Olympien là, canadien qui, ben, je dis, comment il s'appelle le petit nouveau là, Derek G. Yeah, c'est ça. Qui a aussi la COVID, Ouais. mais qui va faire le tour quand même, si je comprends bien. Ben, tu sais, si t'es plus contagieux et t'es plus trop malade, tu sais, aujourd'hui, la COVID, c'est quand même un peu plus comme un rhume, là. Fait Ouais, que c'est ça. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que ça m'a surpris de c'est voir certain que, que ça t'affecte. Mais c'est cool, j'ai hâte de le voir, Derek G, parce que c'est un peu. C'est quand même important qu'on parle de nos Canadiens là, aussi. Ouais, c'est ça. On a Hugo Hull, Guillaume Boivin, puis Derek G qui vont être au départ. Eux, Israël Première Tech, ils ont une équipe qui est vraiment plus pour les étapes. Je pense que peut-être Derek va se faire donner la consigne de jouer plus safe juste à temps qu'ils ne suivent plus. Tu sais, des fois, comme c'est son premier Giro, premier Tour de Grand tour. France, il a fait le Giro l'an dernier. Il a fait un très beau Giro, mais en courant les étapes. Là, il a montré qu'il pouvait faire un classement général il y a 2 semaines au Dauphiné. Fait que moi, si j'étais le directeur sportif, je ne mettrais pas toute l'équipe à son service, mais lui, j'y donnerais la consigne de rester concentré puis essayer de jamais perdre, de perdre le moins de temps possible puis de jouer un classement général. Puis ça, souvent, il va voir s'il tient le coup après 10-12 jours, ben là, l'équipe va commencer peut-être à modifier leur façon de penser puis se projeter vraiment, OK, dans le fond, on est peut-être capable de faire de quoi de solide au général avec lui. Puis si finalement il arrive de quoi, ben là, il va switcher comme les autres à chasser des étapes. Quand on parle de chasser des étapes, c'est ça, c'est des équipes qui ont des bons coureurs, mais ils n'ont pas nécessairement de purs sprinteurs, c'est qu'ils n'ont pas une équipe qui est conçue de poissons pilotes. Puis ils ont des bons grimpeurs, mais pas assez pour non plus faire un classement général. C'est comme Groupama, justement, je pense pas que David il a la forme cette année pour jouer un podium. Gudu. David Godu, oui. Mais ils ont une super équipe de puncheurs, de grimpeurs, de rouleurs. C'est qu'eux, ils vont jouer toutes les étapes, justement, comme la première étape du tour, comme l'étape là, il y a de 3, il y a beaucoup d'étapes que c'est plein de petites bosses, c'est fatigant. Il y a une étape avec des chemins de gravier. C'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'étapes ouvertes pour ce genre d'équipe-là. Il y a EF Education, que justement, eux, ils ont dit, Richard Carapaz, qu'on voit dans la série chuter la première étape. Lui, c'est un coureur qui peut gagner un classement général. Il a déjà gagné le Tour d'Italie. Mais là, ils ont annoncé ce matin qu'il n'était pas dans la meilleure des formes. Donc, l'équipe va être un peu... Ils ont une équipe de coureurs d'échappés, puis ils vont essayer d'aller gagner des étapes comme ça, que l'échappé se rend au bout. Fait que c'est ça. Fait que ce gars-là qu'on a vu, c'est ça, on le voit assez bien. Là, dans le fond, il se plante tout de suite au début, alors que c'est un espoir. Ouais. Clairement, c'est un espoir pour l'équipe. Là. Après ça, est-ce que c'est un réel espoir? C'est d'autres choses. Ce que je voyais, il y a Pitcock aussi, ça me fait bien rire, ce gars-là. Tom Pitcock qui vient de gagner la World Cup la semaine passée. La World Cup, ouais, en mountain bike. Ouais. Puis là, il s'en va au tour avec Ineos. Tu sais, c'est tabarouette, OK. Ah, puis c'est drôle, j'écoutais son entrevue, il a tombé, le parcours est extrêmement technique, de la longue course, il a tombé, puis le soir dans l'entrevue, il dit « Ah ouais, là, il a fallu, j'ai tombé, j'étais rendu en tête, j'ai tombé 2-3 fois, puis là, il a vraiment fallu que je me parle, je me mette dans le match, parce que il dit l'équipe n'aurait pas été content si je me pétais la gueule, je me brisais de quoi à une semaine du tour. » C'est particulier de voir ça, tu sais, c'est presque du jamais vu. Le gars, il a le maillot de champion du monde en vélo de montagne. Il s'en va faire une World Cup, puis la semaine d'après, il va jouer des étapes au Tour de France. C'est vraiment pas la culture, surtout d'Ineos, qui était très là.
C'était très carré, des longs stages en Ah, ouais. altitude. C'est l'équipe qui était autrefois là, la plus à la pointe du peloton. Mais en même temps, quand Ineos, anciennement qui? Sky, Sky, oui, Sky, l'équipe de Bradley Wiggins. Ouais, qui paraît-il va pas très bien. Non, ouais, c'est ça. J'ai vu ça passer aussi. Ouais. Bon. Mais eux, ils ont une équipe intéressante. Eux, ils ont gagné, ils ont gagné une dizaine de grands tours. C'est l'ADN de l'équipe. Là, ça fait 2 ans qu'ils ne gagnent pas. Là, ils ont mis à la tête de l'équipe un jeune qui a gagné une étape, qui a gagné une des étapes reines l'an dernier au Tour, Carlos Rodriguez. Ouais. Un jeune Espagnol qu'on voit pas mal plus aussi dans la série, qui est un peu aussi là, en guéguerre avec Pidcock et son ego. Là, il a été mis à la tête avec Egan Bernal, qu'on a vu revenir aussi au Tour de Suisse. Moi, je trouve... non, mais je regardais la liste sérieux tantôt. Là, il y a tellement d'équipes là, aussi. Autant pour les étapes, tu as des équipes qui sont 100% étapes, comme je disais, Groupama, IF, Trek, qui ont des gars pour les sprints, qui ont des gars pour les échappées. L'autre fois, on parlait de Cavendish, qui avait une équipe un peu moyenne. Mais là, ils ont sorti leur roster. Ils ont quand même une équipe vraiment solide. Ils ont tout mis sur le record de Cavendish. Ben, avec raison, je pense. S'ils réussissent ce pari-là, c'est légendaire. Là, on va le redire. Là, c'est 35 victoires au Tour de France qu'ils veulent aller chercher dans sa carrière. J'espère tellement. J'espère tellement. Là. Tout le monde veut qu'il l'aille. Là. Il gagne, tout le peloton va être content pour lui. Là. C'est beau de... Je l'ai tellement... C'est pour ça que je pense que j'haïs à ce point-là Jespersen. Là, c'est ça? Comment il s'appelle? Philipsen. Philipsen, c'est que je l'haïs, lui. Excusez. Tu sais, l'année passée, quand il a volé l'étape à... Non, il l'a gagné. Là, mais je veux dire, c'est juste qu'à la fin, c'est comme d'autres. Soit... mais il n'y a pas de cadeau. Je me souviendrai tout le temps, là, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était Paris-Roubaix 2016, que Matthew Wayman, un grand Australien, équipier de carrière, il a fait 15 ans équipier, très peu de victoires. Il s'est cassé le coude ou la clavicule à la première des classiques à la fin mars. Il a fait du home trainer pendant 1 mois et demi, à rouler avec un ballon à l'intérieur puis à s'entraîner. Il reprend pour Paris-Roubaix, qui était sa course fétiche. Il est dans l'échappée. Dans le final, il se retrouve avec Ian Stannard, le leader de Sky, avec Tom Boonen en voie de battre un record et de gagner 5 Paris-Roubaix. Là, il arrive à la ligne. Boonen, 100% favori. Là. C'est un sprinter. Il a gagné 4 fois la course. Matthew Wayman, c'est pas un sprinter, il n'a jamais gagné de course, mais après des courses dures de même, de 260, de 6 heures de course exténuante, tu sprintes plus comme tu peux sprinter sur une étape normale. Puis c'est Heyman qui a gagné, puis il a passé la ligne en disant « Je suis triste de ne pas avoir vu Boonen battre le record de l'histoire puis de remporter sa 5e. » Mais tu sais, c'était beau de voir ça. Il était comme, tu sais, il a serré la main, il a dit « J'aurais tellement aimé ça que tu gagnes. » Mais c'est lui qui l'a battu. Je le sais, mais je trouve quand même que c'est moins élégant. Philipsen. Ah, mais ça serait pas beau, Cavendish, de gagner ta 35e victoire à cause que l'autre il a pesé ses freins. Mais personne l'aurait su. Ouais, mais ça se fait pas, là. Hey, c'est tellement... Surtout un tempérament de sprinter. Les gars, c'est des chiens, là. C'est des chiens de talus, là. Les gars, ils vont se battre. Les gars, il n'y a plus personne qui existe, là. Des chiens de talus. Ah non, moi, des fois, là, des sprints, là, quand j'étais dans le train, là, des amis là, du monde que je connais, là, que je connais très bien dans d'autres équipes, hey, le coup de coude d'un côte puis d'un fesse, là, j'existais plus, là, le cul dans le bidon, là... Quand c'était game on, il reste 1 kilo puis t'es dans mon chemin, là, tu te fais tasser. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais. Là, les gars, il n'y a plus rien qui existe, ça. Les gars, c'est des malades mentales. Là. Puis là, tu sais, t'as un autre groupe de sprinteurs là, aussi. Là, il va avoir Groenewegen. Ça, c'est celui qui avait fait faire la grosse chute à Fabio Jakobsen. Ouais. Fabio Jakobsen, il est là, mais avec une nouvelle équipe que cette année, ça se passe pas trop bien. Il est avec qui, Jakobsen? Là? Il est rendu avec DSM, l'équipe là, l'équipe hollandaise. Fait que, puis il n'y a pas une équipe de train. Il y a John Degenkolb qui va lui donner un coup de main, mais il n'y a pas... Pourquoi il n'a pas signé avec ta gang de Française des Jeux? Non, Fabio Jakobsen, lui, il était chez Quick Step avant.
Ah, Quick Step, excuse-moi, avec Lefebvre. Ben, à voir, tu sais, Lefebvre, on le voit, il est peint, Oh, oui. comme que c'est, tu sais, je pense que c'est quand même sa réalité, là. C'est pas c'est pas le manager le plus sympathique. Il y a Il n'y a pas de l'air. il y a des pensées très, très carrées. Il juge les femmes. Il envoie chier ses coureurs publiquement en tout temps. T'as un autre coureur, là, un autre des sprinteurs qui est passé, qui est un peu passé par son... qui est passé sur son radar, Sam Bennett, là, qui se sont engueulés dans les médias. Sam Bennett, là, il a été perdu depuis une couple d'années, depuis qu'il est parti de là. En gros, quand tu pars de chez Quick-Step, là, c'est rare que tu sors par la grande porte. Mais, Ça a l'air le fun. Ouais, non, c'est pas très sympathique. Puis après, il y a Arnaud Demare qui est là aussi avec sa nouvelle équipe. C'est lui le sprinter qui est parti de chez nous. Ah ouais. C'est peut-être avec lui que tu te mêlais. Ouais, t'as lui, raison. là, il est rendu chez Arkea. Il y a quand même un train, un beau train pour ses sprints. Il a déjà gagné 2-3 victoires au tour. Ça va être intéressant de voir. Puis de chez Movistar, il y a aussi Fernando Gaviria qui a gagné déjà plusieurs étapes aussi. Fait qu'il y a comme un groupe de sprinteurs majeurs de comme 5, 6, 7 top qui peuvent gagner. C'est que ça va être cool à regarder les sprints. Puis il y a vraiment beaucoup mais ils vont avoir des toughs premiers jours en Christie. Là. J'ai regardé. La première journée, ça va être tough. Ouais, le premier sprint, je pense, c'est 3 ou 4e étape. Ça fait que ça fait déjà une couple de journées à passer. Mais je pense qu'à Bologne... Non, à Bologne, t'es correct. Ben, tu sais, t'as des petites montagnes, mais c'est des buts, tu sais, des 3, des 4, des 3. Tu sais, les sprinters sont capables de passer ça. Bologne-Turin, là, c'est sûr. À Plaisance-Turin, c'est sûr, ça passe. Mais comme je disais, l'étape de Bologne, moi, je pense ça va plus être des Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, parce que t'as le dernier sprint qui est à comme... La dernière côte qui est à moins de 10 km de l'arrivée. Ah ouais. Fait que 10 km, c'est 2 km à 10%. Là, les sprinters, c'est sûr qu'ils passent pas ça. Ah oui? Ouais. Ben, il y a, non, 10%. Il y a juste des Van Der Poel, Matthews, puis Wout van Aert qui vont être capables de passer une côte comme ça. Là. Fait que eux autres, on oublie ça. C'est Turin. À Turin, là, c'est correct. Ouais. Parce que la 3e étape, là, ils font 230 bien plat. Là. Ouais, ça va être long. Oui, il y a de l'air d'être long parce que je voyais le 3 km à 5% ou à peu près à la fin. Là, le 3 km à 5%, tu peux le passer au train, ça? Ouais, ça, tu le sens pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu le sens pas. Non, mais 3 km, ça va. Les gars, ils le verront même pas aller. Là. Mais ce qui est le plus. Moi, ce qui me. Tu sais, c'est l'étape, si je me trompe pas, c'est la 5. L'étape 4 qui finit avec le galibier. Tu sais, mais avec la descente, là, mais avec le galibier pareil, tu sais. Ouais. Ça en a un violent. Là. Le galibier, ouais, mais la descente de ce côté-là est quand même pas très technique. Mais. Ah non, oui, c'est la descente technique. Ce qui montre le col du Lotaret. Puis bascule, c'est la descente. C'est la fameuse descente qu'on a vue dans la première saison de Tom Pidcock partir puis descendre comme un malade mental. C'est que là, c'est certain là, que lui, il va se faire parler de ce descendre-là avec la chance de victoire d'étape, là, de se faire dire si tu refais la même chose, tu gagnes l'étape. Fait que ça va être, ça va être cool de voir ça. Là. Parce que le col du Lotaret, c'est pas super dur. La fin, il est long. Ouais, il est très long, mais c'est pas extrêmement raide. C'est une grande route. Si t'as le malheur d'avoir le vent de face, t'es dans les roues et t'attends d'être rendu en haut. Là. C'est un peu ça. Hey, mais puis après ça, là, on s'en va direct il passe par Saint-Jean-de-Maurienne. C'est bizarre cette année parce que je trouve qu'ils font comme pas beaucoup de c'est vraiment pas les Alpes cette année. Là. Non. C'est plate. Ça. Ouais, mais après ça, ce qu'ils reviennent sur la fin, vu que l'arrivée pour une première fois dans l'histoire est à Nice. Ils vont descendre puis finir les dernières étapes par la bolle. Avec la bonnette que j'ai déjà. Tu les as toutes faites. Oui, la bonnette, je l'ai faite, qui est le col le plus haut de France. Le plus haut de France. Pavé. Magnifique col. Je l'avais fait. Pour vrai, c'est malade mental. Je l'avais fait. Par contre, la descente est tellement dangereuse qu'il y a plein de marmottes. Les grosses marmottes des Alpes là, qui sont, on dirait que c'est une roche au milieu de la route, là, puis la descente est vraiment rapide. Fait que c'est. Oui, parce qu'elle est large quand même, dans mon souvenir, tu sais. Puis Isola 2000, moi, je l'avais fait avec mon Villiers. Mon Villiers Isoar. Puis en descendant, j'écoutais de la musique, puis j'écoutais Fix You de Coldplay, puis j'étais vraiment sur un high, puis dans un
puis dans un lacet, je me suis planté, man. Puis j'ai fait le reste de la descente d'isolant Ben non. avec, tu sais, mon... voyons, comment on appelle ça, là, mon drop-out? Non, Ta selle mon- était penchée. non, mon drop, tu sais, là, la petite affaire qui tient qui tient le dérailleur en arrière, là, c'est un drop-out, Ta c'est ça? chaîne, ta patte de dérailleur. Ouais. Mais tu sais, écoute, peut-être ça n'existe plus sur les astis de bicycle d'aujourd'hui, là, mais à l'époque, il y avait une petite, tu sais, il y a une petite pièce en arrière qui tient le cadre Et et le le dérailleur. Ouais, ça dérailleur. s'appelle une C'est patte un de... drop-out, je Ben, pense. peut-être. Moi, une patte de dérailleur OK. en français. OK, c'est ça. Fait qu'elle était bien curvée. Fait À que toutes mon tes vélo, il vitesses, il roulait plus. marchait Fait que plus. plus rien qui marchait. Fait que là, j'ai descendu le reste de Isola 2000 jusqu'au stationnement en me laissant aller en sang. Genre. Puis on était le 14 juillet. Fait que tout était fermé. Oh my God. De Puis, ouais. Fait que, anyway, tout ça pour dire que ça, j'ai déjà fait. toute façon, l'été en Mais, France, tout est tout le temps un peu fermé. ah ouais, man. Puis j'ai trouvé une boutique Villiers dans le coin. Je me rappelle peut-être à Saint-Étienne. En tout cas, je me rappelle plus trop où exactement. Puis je me rappelle que j'avais trouvé une boutique Villiers. Puis le gars, il avait la patte de dérailleur. Puis je l'avais fait changer là. En tout cas, hey, man, pour vrai, là, ça a été l'enfer cette affaire-là. Mais fait qu'anyway, les premières étapes sont quand même rock'n'roll. Ça va être bon en tabarouette. Ah, il y a un beau tour. Il y a même une étape qui part d'où on vivait. Là. C'était la hometown à moi puis Hugo Hull. C'est quoi? Saint-Paul-Trois-Châteaux. L'étape Saint-Paul-Trois-Châteaux. l'étape 17, qui c'est vraiment beau par là. On passe par Nyons. C'est le pays des huiles d'olive, de l'olive. Puis après ça, ouais? t'es dans une sorte de canyon montant là, pendant presque toute l'étape. Puis après ça, ils s'en vont à Super d'Évoluy, là, qui est des petites bosses, qui est un des coins vraiment comme la fin, des Alpes. C'est hyper désertique puis sauvage. Ouais. T'es comme un peu au milieu de nulle part. Puis c'est comme vraiment encore... c'est vraiment dépaysant, cet endroit-là. C'est magnifique. Ah oui, je suis déjà allé dans ce coin-là. En fait, c'est juste en haut de Toulon, puis de dire, ah oui, je suis déjà allé, mais c'est vraiment beau ce coin-là. C'est dingue, en fait, parce que, tu sais, tout ce qui est là, t'as l'impression d'être en Arizona, genre, c'est comme la terre est orange. Ouais, un peu. C'est vraiment cool dans ce coin-là. Ah, man, ça va être fou raide. Ben écoute, là, on jase. On pourrait parler longtemps. Ouais. Ça fait 1 heure, mais avant de commencer, OK, je veux que tu me dises... on fait un pool, mais c'est pas vraiment un pool, mais un pool, OK? Ouais. Je veux que tu me dises le coureur qui va remporter le plus d'étapes. Oh shit. Le coureur qui va remporter le plus d'étapes, Ouais. il y a quand même une coupe d'arrivée au sommet. Moi, ça va jouer, je pense, entre un genre de Pogacar ou... Philipsen. Ou... non, je pense... moi, je dis... Sérieux, Van Aert, là, je pense qu'il va être vraiment fort. Il a eu une approche vraiment différente. Blessure, il va être frais. Il était d'un plus fort là, le week-end dernier au championnat de Belgique. Il a annoncé qu'il était revenu à 100%. Philipsen a gagné 4 l'année passée, là, les doigts dans le nez. Là. Ouais, mais ben, tu sais, l'affaire, c'est que Van Aert, tu peux en gagner partout. Ouais. Van Aert, il peut gagner le contre-la-montre, il peut gagner des étapes de moyenne montagne, puis il peut gagner des sprints. Ça fait que si, en plus, Vingegaard n'est pas à 100%, ça veut dire Van Aert, sa job va être pas mal plus facile, puis il va pouvoir chasser des étapes tout le tour. Fait que moi, je mettrais un vieux 2 piastres sur Wout Van Aert pour le plus d'étapes. Après ça, j'ai pas envie de... C'est vrai que... Toi, tu mettrais qui? Ben, moi, j'allais mettre Philipsen juste parce que je me dis que ce gars-là... Mais t'es pas original, là. Ben ouais, c'est pas une question d'originalité, c'est une question de gagner. Puis, ce qui me rappelle que l'année passée, Woods, il a gagné une étape, c'ti. Woods, il a gagné une sacrée étape. Oui, tu sais, puis ils l'ont pas repris. Pas cool. Ils ont même pas montré son arrivée parce qu'il faisait pas partie des équipes sur le documentaire. J'ai tellement trouvé ça plate. Pareil pour Hugo l'année d'avant. Oui, ça, c'est con, là. Ouais. Je trouve ça débile. Ouais. Mais en même temps, on est très... on est très chauvin. Moi, j'aurais juste montré l'étape d'Hugo pendant toute une série. Exact, tu sais, mais... et puis ça, on en reparlera un moment donné, là, mais bon, OK, celui qui va gagner le Tour cette année? Ben, mettons... C'est facile, ça. Ouais, mais mettons, si j'ai envie d'être original, puis pas mettre Pogacar, c'est Pogacar l'ultime favori.
Je pense en plus, il prend de la maturité. C'est sûr qu'il a dû se faire dire d'être plus patient, plus concentré. Les 2 derniers tours qu'il a perdus, il est allé un peu aussi avec sa fougue, un peu trop cocky, puis il s'est fait battre. Ouais. Fait que là, je pense que maintenant, il va attaquer ça aussi avec un peu plus de maturité. C'est certain que c'est le grand favori. Sinon, j'aimerais quand même mettre Primož Roglič. Je crois que. Tu penses? Je crois qu'il va être dans le game. Je crois qu'il va être. Il était où l'année passée? Il a gagné le Giro. Moi, je sais bien, mais il a décidé de pas. Ben, il a pas cherché à faire le doublé. Il a gagné le Giro, puis je pense qu'il était à la Vuelta, mais il a crash out. Il a fini 2 ou 3e la Vuelta, ce qui était tout sur le podium. C'était un podium de la même équipe l'an dernier à Vuelta. C'est qu'il a gagné un grand tour, puis il a fini 3e de l'autre. Il est quand même. Il est quand même encore dans le game. Puis là, la semaine passée, il a gagné le Critérium. Oui, mais quand même. C'est juste que, tu sais, c'est bizarre parce que. T'as vu comment c'est fou, dans le sport, genre, si t'es pas comme le number one partout, on est comme, là, on parle moins de toi, bof, t'as gagné un grand tour, puis pas de. Non, mais c'est juste, c'est le tour, tu sais. Puis là, tu te dis, hey, d'autres, tu sais, ça aurait pu être une explosion. Imagine s'il avait été là, la dépassée. Imagine. Ouais, mais tu sais, là, à pas à 100%, là, tu fais un Ben O'Connor, là. Non, ce que je veux dire, c'est, tu choisis pas le Giro, choisis le Tour avec tous les grands assez hot, là. Ouais, mais le problème, c'est que là, c'est pour ça qu'il a changé d'équipe. C'est que là, Vingegaard est devenu le number one de l'équipe. Puis là, lui, il était comme, dans le fond, il était par dépit, il a choisi le Giro puis la Vuelta parce que c'était Vingegaard qui était pour le Tour vu qu'il était le champion défendant. Fait qu'il a changé d'équipe. Puis là, il y a une équipe qui est quand même vraiment solide autour de lui qui va être capable de faire de quoi de bien. Son équipe, déjà, c'est... là, il y a Jane Lay qu'on a vu gagner dans la série. Il y a Vlasov qui est un très bon grimpeur. Puis après ça, il y a Matteo Sobrero, un Italien qui grimpe vraiment bien. C'est qui est quand même bien accompagné en montagne. Puis il y a 3 gros rouleurs pour s'occuper de lui dans les étapes de plat. Là. Ben, ça va être intéressant, man. Ça va être très, très intéressant. Dans le fond, là, je lance ça de même. Là, quand ça va nous tenter, on pourrait juste se jaser. T'sais. On n'est pas obligé de faire ça. Parce que là, on fait ça les mardis, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Là, quand tu auras du temps, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, ça va être dingue, là, non? Je veux dire. Ouais. On est capable on peut faire plus d'enregistrements aussi si ça la donne. T'as un horaire très léger, toi, ça va être facile à placer une couple d'heures de plus par semaine. C'est plus pour toi, là. Mais non, mais de toute façon, anyway, on n'est pas obligé de faire des heures et demie à chaque fois non plus, là. C'est ça l'affaire, là. Des fois, on peut se faire des petites. Mais on n'est pas obligé. Aujourd'hui, je me disais que ça allait être une demi-heure, mais tu sais, je veux dire, on n'a même pas commencé le vrai sujet avant 45 minutes de discussion. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des recaps. Là. Ça serait intéressant de jaser un peu après la première étape, puis de voir ce qu'il en dit. On va avoir la présentation jeudi. Ça va être cool de voir aussi là, s'il y a des... j'ai déjà vu des annonces de dernière minute là, de coureurs qui ne devaient pas faire le classement général. Puis là, ils ont dit on y va à fond pour ça. Puis ils ne voulaient pas, par peur des médias en avance, ils gardaient ça pour la dernière minute. Donc, on va voir. Y a aucun... C'est ça qui est dingue, qu'il n'y a aucune annonce officielle de liste, tu sais. En tout cas, il y en a, mais c'est comme si, tu sais, ils ont annoncé le Vingegaard puis Wout van Aert. Là, la plupart des équipes ont annoncé là, sur les médias sociaux leur roster officiel. Puis, mais en fait, jusqu'à la réunion d'équipe des directeurs sportifs du mercredi soir ou jeudi. Ouais, jusqu'au mercredi soir, il y a la réunion des DS qui annonce leur roster officiel. C'est qu'ils parlent des changements jusqu'à mercredi, jusqu'à demain soir. Okay. S'il arrive de quoi, s'il y a un malade, s'il y a une chute, s'il y a de quoi, il peut y avoir des changements dernière minute comme ça. Surtout avec le COVID qui semble être revenu. C'est gossant, ça. J'ai une dernière question technique, OK? Vas-y. Vraiment, vraiment, vraiment technique, puis on termine là-dessus. Là. Est-ce qu'il y a une affaire que je comprends pas sur les nouveaux maillots, puis toi, tu dois le savoir. Tu sais, là, ça, là, on dirait que les maillots sont comme attachés sur le... Ouais, ça, c'est des skin suits. Okay, maintenant, on court tout. Tout le monde est en one piece avec des poches qui se dézippent puis ils s'ouvrent en avant. Comme ça, on est quand même capable de pisser puis c'est un peu plus confortable. Le skin suit de contre la montre, souvent, il va être à manche longue. Des fois, maintenant, il zippe dans le dos. Il est encore plus aéro.
Fait que là, on a des combinaisons de courses. Il y en a des étés, il y en a des normales. Fait que les étés, OK, fait que c'est un One Piece, là. C'est un One Piece. C'est un One Piece, mais avec l'avant qui se dézippe au complet. Fait que c'est vraiment comme un OK. cuissard maillot zippé ensemble dans le dos. C'est que t'as tes 3 poches en arrière, t'as ta poche pour mettre la radio dans le dos, puis mais Ah le ouais. kit est plus aéro. C'est qu'aujourd'hui, le monde, on est tous pratiquement... Après, des fois, mettons des étapes d'autres montagnes, tu vas voir les coureurs qui vont mettre juste leur maillot été quand il fait très chaud. Ça reste, c'est quand même plus confortable, un maillot cuissard, que la C'est plus combinaison. confortable que ça. Ouais, un peu. Ah ouais? Parce que, puis des fois, justement, Pourquoi? c'est juste vu que le fit du cuissard n'est pas identique, vu que tu n'as pas tes bretelles, le chamois n'est pas placé en même place, des fois, ça fait du bien juste de changer de feeling après pour déplacer tes irritations de place pour en créer de nouvelles. Ben, tu m'apprends quelque chose, ça fait longtemps que je me dis comme c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas c'était quoi. Fait que bon, ben ça, c'est réglé. Écoute, on a un troc aussi on a un troc aussi de questions dont on n'a pas répondu, mais ça va être ça. Ça va Ben, être ça. On continuez, répondra la prochaine fois. on va trouver, on va continuer d'en poser. C'est Oui, le oui, même que. puis C'est ça, au final, tout ce qu'on fait là, c'est pour vous, c'est pour ceux qui l'écoutent, qui ont des questions. On veut vulgariser ça le mieux possible, puis s'assurer que le sport devienne le plus accessible pour tout le monde, puis que tout le monde ait tout du fun ensemble en juillet à suivre et comprendre ce qui se passe. mais merci, Tony. Et puis, bonne journée de travail. Merci. Puis on se reparle. Ben, écoute, on ne se reparlera pas avant la première du tour, fait que la première étape. Fait que bonne première étape. Ben, toi aussi. Les gens nous demandent où est-ce qu'on regarde ça. On regarde ça où? Ben, maintenant, c'est juste Ouais. accessible sur Flowbike. On l'a plus à Ouais. la télé. Il existe des VPN à gauche à droite pour regarder sur si tu veux un différent commentateur. Des fois, si on veut Ouais. l'écouter en français, il y a France TV avec un VPN qu'on peut écouter. C'est C'est gratuit. malheureux, mais c'est la vie. Ouais, c'est comme Mais c'est ça. mais c'est gratuit sur France TV avec un VPN. Puis, Sinon, mais écoute, Flowbike, c'est on payant. s'ennuie Je des pense que fois. c'est 50$ pour le mois de juillet. Je pense que c'est quand même un Ah! investissement intéressant. T'es pas obligé de te faire la compte au complet, mais tu peux payer juste ton mois, puis t'écoutes le tour. Donc, Flowbike. Ben écoute, je vais faire ça parce que c'est ça, on s'ennuie du moment où est-ce que c'était Richard Garneau. Ben toi, je sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui, je me souviens. C'est la première fois que j'ai t'es pas découvert. Je savais pas que le vélo existait. J'ai découvert le vélo avec Louis Bertrand, puis Richard Garneau, puis Bernard Vallet. T'es sérieux? Ben oui. Ah, ça là, si tu savais, mon bon vieux Louis Bertrand. Ouais. Écoute, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le tour aussi, sans les écoutants, tu sais, puis avec Foglia. Mais écoute, on regarde ça pour la première étape. Je te remercie encore, mon vieux. All right. Au plaisir. Salut tout le monde. Bye.